Bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia qui reçoit pour vous Monsieur Achille Bondo-Landou, économiste avec qui nous allons parler de la question du transfèrement des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Monsieur Achille Bondo, bonjour. Bonjour. Que pouvons-nous connaître de Monsieur Achille Bondo? Qui êtes-vous? Bien, Monsieur Achille Bondo est un économiste formé à l'université de Kinshasa. Alors, dans mes activités professionnelles, je suis consultant et je m'occupe également de la recherche, notamment en économie appliquée à la gestion des ressources naturelles. Merci pour cette présentation. Nous allons aujourd'hui parler de la question du remplissage du lac Tchad qui est buté au problème de sécheresse et d'insécurité. Depuis le début de cette année, plusieurs réunions, plusieurs conférences se tiennent de par le monde pour résoudre justement ce problème. Mais la RDC semble être absent dans toutes ces réunions. Qu'avez-vous à dire? Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation. Et indiquer que, en fait, il s'agit de la question du transfert des eaux du fleuve Congo vers le bassin du lac Tchad. Et il y a eu une conférence internationale qui s'est tenue à Abuja, au Nigeria, à la fin du mois de février dernier. Et à l'issue de cette conférence, il avait été levé l'option de transférer des eaux du bassin du fleuve Congo vers le bassin du lac Tchad. Mais en réalité, ce dossier est un vieux dossier, il ne remonte pas du mois de février, c'est un dossier qui date des années 70, mais qui, pour certaines raisons, n'a pas évolué. Mais depuis quelque temps, le dossier est revenu sur la table, compte tenu du fait que la question de l'assèchement du lac Tchad se pose de plus en plus avec acuité. Alors, vous avez indiqué tout à l'heure que cette réunion s'est tenue sans la participation du gouvernement congolais. Ça, je crois que nous l'avons tous noté, effectivement, parce qu'on a consulté la liste des délégations, à moins qu'il y ait d'autres informations. Mais on n'a pas noté la présence des Congolais à cette conférence. Bon, je crois qu'il y a une question orale qui est posée au niveau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement aura à répondre sur cette question. Mais quant à nous, nous estimons que la question du transfert d'une partie des eaux du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad doit être prise avec beaucoup de sérieux. Parce que le fleuve Congo est un actif naturel. Mais c'est un actif qui, en même temps, est un actif économique qui a une très grande importance. C'est le pilier du développement de ce pays. De par l'intérêt économique de cette ressource en eau, c'est le pilier du développement. Alors, ce que je peux indiquer à ce stade, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'exploitation de cette ressource est quasiment nul. Le fleuve Congo n'est pas un patrimoine mondial. Comment peuvent-ils décider aujourd'hui du transfèrement de l'eau du bassin sans le consentement de la RDC? Eh bien, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que le fleuve Congo n'appartient pas qu'à la RDC. Ça, on doit le savoir. C'est un cours d'eau partagé. On appelle ça un cours d'eau partagé. C'est un cours d'eau transfrontalier. C'est-à-dire nous partageons ce cours d'eau, notamment avec l'Angola, avec le Congo-Brazzaville, et il y a la RDC. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est quand même la RDC qui a la plus grande partie. Donc, la plus grande partie de ce cours d'eau se trouve dans le territoire de la République démocratique du Congo. Ça veut donc dire que nous avons un rôle important à jouer, non seulement dans la gestion de ce cours d'eau, dans sa préservation, dans la préservation de son intégrité, de sa qualité, mais sur toute question relative à l'utilisation de ce cours d'eau. Donc, il était tout à fait indiqué que la RDC soit impliquée. D'ailleurs, je vais vous informer qu'en 2008,
il y a eu une conférence internationale qui s'est tenue à Sis, en Libye. C'était à l'époque où le colonel Kadhafi était encore au pouvoir. C'était également une conférence internationale. Mais parmi les recommandations de cette conférence, il y avait deux choses. Premièrement, il faut impliquer les pays qui se trouvent dans le bassin donateur, en l'occurrence le bassin du Congo. Ce qui semble n'avoir pas été le cas dans cette conférence qui vient de se tenir au mois de février à Abuja. Deuxième chose, il faut tenir compte des impacts de ce prélèvement aussi bien sur le bassin donateur que sur les bassins récepteurs. Et donc, cela veut dire que dans les études à mener, il faut impliquer ces pays. Ce qui semble n'avoir pas été le cas, du moins dans ce qui a été dit, parce que quand vous lisez les résolutions de la conférence d'Abuja, on a la nette impression que vraiment les pays du bassin donateur ne sont pas pris en compte. À part, j'ai vu la République sud-africaine qui a participé, mais les autres, non. Donc ça pose quand même un problème. Ça pose quand même un problème parce que c'est un cours d'eau qui nourrit en fait, qui nourrit la vie économique des pays du bassin donateur, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas un patrimoine mondial, mais on a un rôle important à jouer parce que la plus grande partie de ce cours d'eau se trouve sur notre territoire. Et il y a des principes internationaux en matière d'utilisation des eaux partagées dont il faut tenir compte. Et si les choses devraient se faire dans les normes, comment devait s'effectuer cette procédure? Alors, si les choses devaient se faire dans les normes, voilà un avis que je voudrais formuler, c'est, premièrement, la question, elle est posée. L'achèvement du lac Tchad est une réalité. La superficie du lac est passée de 25 000 km² à moins de 2 000 km² aujourd'hui. C'est un gros problème, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des activités importantes qui étaient pratiquées dans cette région, qui ont disparu, et il y a des populations qui se déplacent pour aller chercher d'autres zones géographiques, pour notamment nourrir leur pâturage, nourrir leurs bêtes avec du pâturage et avoir de quoi vivre. C'est un fait, c'est un problème. Ça, on le reconnaît, on n'en disconvient pas. Maintenant, dans l'approche, puisqu'il est question d'obtenir de l'eau ailleurs, il faut faire des études et s'assurer que ce prélèvement n'aurait pas un impact négatif sur les bassins donateurs et sur le bassin récepteur. Sur le bassin donateur, il y a des espèces naturelles qui peuvent disparaître, les poissons, il y a des activités économiques qui peuvent être fortement perturbées, il y a des populations qui peuvent être déplacées parce que faire des prélèvements comme ça suppose la réalisation des grands travaux avec des ouvrages gigantesques, des pipelines, des canaux de dérivation, tout ça, ça peut créer des dommages à l'environnement et entraîner des déplacements des populations. Et j'ai parlé de la dégradation des activités économiques. Vous savez, le fleuve Congo, c'est un boulevard naturel. C'est la première route de desserte agricole de ce pays. C'est un fleuve qui fait le lien, quasiment, en toutes les provinces de ce pays. C'est l'épine dorsale du système économique de ce pays. Donc, je disais tantôt qu'on n'en fait rien. On n'en fait rien. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, au cours de la mission, à travers une image, que pour le seul usage, c'est l'usage domestique. Mais maintenant, ce pays est appelé à se développer. Il y a des projets structurants. Les projets structurants, c'est des projets qui ont des effets d'entraînement sur toute l'économie, qui peuvent être développés à partir de ce fleuve. Si aujourd'hui, on ne saisit pas toutes ces conséquences, tous ces paramètres, on peut remettre en cause tous ces projets. Ce serait un manque à gagner important pour le pays. Donc, il faut procéder à des études approfondies sur le plan environnemental,
sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, pour évaluer les impacts de cette opération. Ça, c'est la première chose, en termes de normes, dans ce genre de choses. Deuxième chose, il faut élaborer également d'autres variantes. Parce qu'en termes de projet, on ne peut pas avoir une seule variante, un seul scénario. D'ailleurs, à la conférence de Sirte, il avait été recommandé qu'il y ait plusieurs variantes. Par exemple, on peut prélever de l'eau en amont, tout comme on peut prélever de l'eau en aval. Le prélèvement de l'eau en aval est une variante, c'est-à-dire à l'embouchure du fleuve, avant que le fleuve ne se jette dans l'océan. On peut également envisager cette variante-là. Parce qu'en amont, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être perturbées. Il y a le site d'Inga. Mais il faut également noter, ça peut-être on ne le sait pas, le point de prélèvement, notamment vers l'Ubangi. Mais l'Ubangi lui-même est un cours d'eau qui, depuis quelques années, est confronté à un problème de réduction du niveau des eaux. Il y a la période d'étiage qui est plus longue que la période de crue. Donc le niveau de l'eau est en train de baisser. D'ailleurs, l'Ubangi lui-même doit pouvoir être réapprovisionné en eau pour retrouver son niveau. On peut envisager des barrages réservoirs en période de crue, en période de pluie, on recueille de l'eau pour réapprovisionner. L'Ubangi lui-même, il a des problèmes. Et quand l'Ubangi a des problèmes, l'Ubangi se jette dans le fleuve Congo, et le fleuve Congo aussi a beaucoup de problèmes. Le niveau de l'eau est en train de baisser aussi, il y a la pollution, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Il y a des variantes. Personnellement, moi, je suggérerais qu'on examine également la variante prélèvement des eaux en aval, vers l'embouchure du fleuve. Pas seulement en amont, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent en souffrir. Mais tout cela, il faut des études. S'il y a des conséquences au niveau du bassin qui donne de l'eau, mais également au niveau du bassin qui reçoit, il y a des conséquences, parce qu'il y a de nouvelles espèces qui peuvent être introduites, qui viendront détruire. Parce que, vous savez, c'est la nature. C'est des espèces qui sont adaptées aux conditions de vie dans le bassin donateur. Si on les amène dans le bassin récepteur, elles peuvent ne pas s'y adapter et disparaître. Donc, il ne faut pas créer un problème, il ne faut pas aggraver un problème en créant un autre dans l'autre bassin. Donc, toutes ces choses-là nécessitent des études vraiment approfondies avant qu'une option ne soit levée. Mais encore, je dirais qu'il faut associer les pays qui sont dans le bassin donateur. Il ne faut pas les marginaliser. Monsieur Bondo, 2500 km de canal devront être construits pour la réalisation de ce projet. Que peut-on craindre pour le fleuve Congo si ce projet venait à être réalisé? Sur quoi repose la survie du fleuve Congo? Oui, effectivement, c'est 2400, 2500 km de canal qu'il faut construire pour dériver les eaux. C'est un ouvrage, c'est des travaux gigantesques. C'est des travaux gigantesques. Que peut-on craindre? C'est ce que je venais d'indiquer tout à l'heure, les impacts environnementaux, les impacts économiques, les impacts sociaux, les impacts politiques, parce que c'est une ressource partagée avec d'autres pays, mais c'est également une ressource de base pour la vie de ce pays. Donc ça, voilà les craintes. Voilà la raison pour laquelle vous voyez toutes ces voix qui s'élèvent pour dire non mais attention, tenez compte de tout cela, parce que ce fleuve a un intérêt économique tel que il est le pilier du développement de ce pays pour demain. Aujourd'hui, je l'ai indiqué tout à l'heure, le taux d'exploitation de cette ressource est quasiment nul. Le fleuve a un potentiel de production d'énergie électrique évalué à 44 000%. Aujourd'hui, à peine 5% de ce potentiel est exploité. Les 95 autres pourcents ne sont pas exploités. Mais ils le seront demain. Qu'est-ce qui nous garantit que si on touche en amont, que ce potentiel ne va pas subir une baisse et donc
avec des conséquences économiques et sociales. Qu'est-ce qui nous garantit que déjà aujourd'hui, la navigation sur le fleuve pose problème, avec des problèmes, des phénomènes de sédimentation, c'est-à-dire l'accroissement du sable et tout, avec l'érosion des berges. Si aujourd'hui le niveau du fleuve diminue, déjà qu'à l'époque, la navigation entre Kinshasa et l'arrière-pays prenait moins de temps. Aujourd'hui, avec la baisse du niveau des eaux, les embarcations mettent plus de temps à la montée comme à la descente. Mais si le niveau du fleuve baisse, est-ce que le fleuve sera encore cette route de desserte nationale dont on a besoin parce que si on relance l'agriculture dans l'arrière-pays, la principale voie d'évacuation, c'est le fleuve. C'est le fleuve. Qu'est-ce qui arrivera avec le potentiel halieutique du fleuve, c'est-à-dire le potentiel en poissons? S'il y a des espèces qui meurent, qui disparaissent, vous comprenez? Donc il y a autant d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de tirer une conclusion autour de cette question. Vous avez publié au mois de janvier un livre document des stratégies pour la transformation des ressources naturelles de la RDC en richesse économique. Dans ce livre, vous démontrez tout ce qu'il y a comme potentiel avec le fleuve Congo. Pouvez-vous nous dire exactement quelles sont ces opportunités que vous avez étalées dans votre livre? Madame, je vous remercie. Vous me faites vraiment l'honneur de parler de cette publication que j'ai effectivement lancée au mois de janvier de cette année. Il s'intitule « Document des stratégies pour la transformation des ressources naturelles de la RDC ». C'est la publication la plus récente. Bien évidemment que dedans, on parle des ressources en eau. Mais le document des stratégies pour la transformation des ressources naturelles de la RDC en richesse économique porte sur des ressources de base qui ont un impact important sur les conditions de vie de la population congolaise. Il y a les ressources en eau, les ressources minières, les ressources énergétiques, les ressources forestières et les ressources agricoles. Donc c'est un document plus complet que celui que j'ai ici. Celui-ci ne parle que des ressources en eau et il est intitulé « L'eau, principale ressource économique et enjeu stratégique majeur pour la RDC au XXIe siècle ». Et celui-là, il est publié en 2010. Donc ça fait 8 ans que ce livre a été publié et il ne parle que de la gestion économique et de la gestion stratégique des ressources en eau. Il propose des pistes pour faire de l'eau une source de revenus pour ce pays. Je disais tout à l'heure que rien qu'en utilisant de l'eau pour produire de l'énergie, on bénéficie des redevances, des droits d'usage de l'eau. Et si on réalise le projet Grand Inga, chaque année, ça devrait générer, rien qu'en termes de droits d'usage de l'eau, 270 millions de dollars. Voilà une forme de transformation d'une ressource qui coule, mais en une richesse économique. C'est-à-dire, on transforme de l'eau en argent. Et 270 millions de dollars. Sans mettre un quelconque, sans une charge quelconque. Capitalisez-le dans 20, 30, placez-le quelque part, il va rapporter d'énormes sommes d'argent. Alors, ce livre, c'est en fait une contribution à la recherche des pistes pour créer de la richesse dans ce pays. Parce que, voyez-vous, nous vivons un grand paradoxe. Un pays immensément riche en termes de ressources naturelles, mais extrêmement pauvre. Vous voyez, c'est ce paradoxe qui pose problème. Et le livre dont vous avez parlé, le document des stratégies, montre comment est-ce on devrait utiliser nos ressources naturelles pour faire de ce pays ce qui doit être selon sa vocation naturelle, c'est-à-dire une puissance énergétique, puissance agricole, une puissance industrielle, et de sortir de la pauvreté. Voilà, c'est ça en fait la substance de cet ouvrage, et celui-ci, c'est pour montrer comment est-ce que l'eau est la principale ressource de ce pays. C'est une ressource très sensible, et ça, on doit en tenir compte. Donc, le fleuve Congo serait une richesse
ignoré, qui suscite de convoitises de l'art de l'extérieur, jusqu'à pousser à son transfèrement. Donc les autres qui voient que les Congolais n'utilisent pas cette richesse veulent s'en approprier sans même le consentement du gouvernement. Vous venez de dire quelque chose de très important et je vais confirmer ce que vous venez de dire. Parce que je me suis posé la question. Mais pourquoi cette conférence s'est-elle tenue à Abuja, au Nigeria? Alors qu'il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, il y a une délégation de haut rang du Nigeria qui était venue ici. On a suivi des informations, participé à un atelier sur le développement du Grand Inga. Et le Nigeria a exprimé l'intérêt d'obtenir de la RDC de l'énergie électrique à partir du projet Grand Inga. Donc, on a supposé qu'on était vraiment dans une relation qui devait être solide parce qu'on devait leur fournir de l'énergie électrique à partir du fleuve Congo. Mais comment se fait-il aujourd'hui que le Nigeria abrite une conférence qui discute d'un sujet qui peut effectivement avoir des impacts négatifs sur ce fleuve? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? En réfléchissant sur la question, j'ai compris une chose. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui peuvent approvisionner le Nigeria en énergie électrique. Donc, le Nigeria s'est trouvé ses solutions avec d'autres pays, notamment l'Éthiopie, qui vient de développer un grand projet de production d'énergie hydroélectrique. Donc voilà, la place de la RDC est récupérée par un autre pays. Ça, c'est un point. Deuxième chose, aujourd'hui, le Nigeria est confronté à un problème avec Boko Haram, qui sévit dans la région du lac Tchad, et puis tout. Et donc, l'intérêt de ce pays a changé. Donc, la RDC vis-à-vis du Nigeria ne présente plus le même intérêt. Vous voyez, dans les relations internationales, il faut tenir compte de ce genre de choses. Aujourd'hui, donc, le Nigeria a besoin de l'eau pour réapprovisionner le lac Tchad, pour que les populations soient stabilisées, mais également pour lutter contre ce phénomène, parce qu'en fait, Boko Haram, tout ça, au fond, c'est des phénomènes qui se développent dans les pays à cause de l'accélération de la pauvreté. C'est des phénomènes qui se développent à cause de l'accélération de la pauvreté. Les populations ne savent plus comment vivre, ils estiment qu'ils sont marginalisés, ils n'ont pas de ressources, l'État ne s'occupe pas d'eux. Alors les gens se disent, on prend les armes, on fait ceci, on fait cela. C'est pourquoi il est très dangereux de laisser se développer la pauvreté dans ce pays. Ça donne lieu à des réactions de désespoir et tout. Donc aujourd'hui, le Nigeria se dit que je puisse résoudre ce problème. Si le fleuve peut servir à ça, mais tant mieux. Donc il a pris le leadership. Avant, c'était la Libye, je vous ai dit tantôt, qu'il y avait en 2008, une conférence à Sirte, en Libye, sous le thème « Sauvons le lac Tchad ». Maintenant, aujourd'hui, c'est à Abuja, le Nigeria, mais cette fois-là, la mobilisation est plus importante. Parce qu'il y a l'Union africaine qui porte le projet, il y a des organisations internationales qui appuient le projet, il y a des investisseurs internationaux qui appuient le projet. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de gros sous. Parce que ça va créer des marchés importants dans le pays qui vont développer ces projets-là. Il y a aussi une affaire d'argent dans tout ça. La Chine qui veut financer, c'est une affaire d'argent. C'est un gros marché pour la Chine. C'est un gros marché pour la Chine. C'est un gros marché pour tout le pays qui vont livrer du matériel. C'est un gros marché. Donc tout le monde y trouvera son compte. Mais nous, est-ce que dans tout ça, notre compte est là? On n'en est pas certain. Donc on doit s'en préoccuper, on doit s'en inquiéter. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Que doit alors faire l'État congolais dans merci. ce cas? Merci. Moi, je suis un expert congolais. Je vous ai dit, j'ai été formé ici, à l'université de Kinshasa et tout. Donc, notre rôle, nous, en tant qu'experts nationaux, c'est d'aider notre pays à trouver des solutions. Voilà la démarche que moi, je voudrais suggérer à notre gouvernement. Première chose,
une concertation au niveau sous-régional, avec tous les bassins, tous les pays qui sont dans le même bassin que nous. Parce qu'il faut avoir une position commune sur le sujet. Première démarche, ça rentre vraiment dans le secteur de la diplomatie. D'ailleurs, nos ressources naturelles sont des éléments importants pour la diplomatie de ce pays. Deuxième démarche, au niveau interne, nous sommes un grand pays quand même, la RDC. On est un grand pays. Au niveau interne, et nous avons beaucoup d'experts, au niveau interne, nous devons faire nos propres études. On peut également associer d'autres experts internationaux qui peuvent nous aider. Nos propres études pour évaluer l'impact d'un tel projet, au plan environnemental, économique, social, politique et même culturel. Physique également, parce que c'est des grands travaux qui vont se faire, il faut avoir l'impact de tout ça. Nous constituons notre propre dossier. On appelle ça un argumentaire. Troisième démarche, nous devons évaluer éventuellement le manque à gagner au cas où, du fait de la réalisation de ce projet, un certain nombre de projets structurants ne peuvent plus se mettre en place, notamment le projet Grand Inga. Quel serait le manque à gagner dans le chef de la RDC si on ne réalisait pas ce projet-là? Donc, nous constituons également un dossier pour évaluer le manque à gagner au cas où on n'arrivait pas à réaliser nos projets. Et puis, sur la base de tout ça, nous entreprenons maintenant des contacts pour dire, nous, dans notre chef, voilà ce que nous risquons de gagner, de perdre. Mais nous vous amenons une contre-proposition. Au lieu de vouloir prélever de l'eau en amont, nous, on a également d'autres variantes, d'autres scénarios, et nous vous proposons tel scénario. C'est ça la diplomatie. C'est comme ça que se passent les relations entre les nations. Mais le prélèvement en aval semble être la meilleure des solutions, apparemment. Le prélèvement en aval suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est plutôt... c'est en amont qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Le prélèvement en amont suscite beaucoup d'inquiétudes. Oui. Donc, c'est le prélèvement en aval qui serait la meilleure des solutions. C'est ce que nous estimons. Naturellement, tout ça, c'est sous la réserve d'études vraiment approfondies, comme je l'ai indiqué tantôt. Mais nous devons avoir un dossier complet, bien constitué. Je participais à une conférence sur le sujet il n'y a pas longtemps, c'était en 2015, je crois. On discutait entre experts nationaux. Il y avait également le professeur, le très respecté professeur Théophile Obenga du Congo-Brazza. On a examiné toutes ces questions-là. On a dit non. Il faut avoir aussi nos dossiers à nous, avec des contre-propositions, et nous mettons ça sur la table, nous discutons. Nous discutons pour trouver des points de convergence. Comme ça, on réglerait la question au mieux des intérêts de tout le monde. Vous en parlez en 2015, on est en 2018, 3 ans après, rien n'est encore fait. Eh bien, c'est le sens, je crois, de la question orale qui est posée au gouvernement. Donc, vous avez un gouvernement dans un pays, c'est pour gérer ce genre de questions. Et donc, il appartient au gouvernement de répondre à tout ça. Monsieur Achille Bondolandou, votre dernier mot. Le dernier mot, je voudrais vous montrer une image. J'aimerais vraiment que le caméraman puisse... C'est important. Vous voyez, c'est la carte de l'utilisation de l'eau dans le monde. Alors, vous voyez, en rouge, donc ça c'est l'Amérique du Nord, ça c'est l'Europe du Nord, enfin l'Europe et tout. Ça, ce sont les pays qui utilisent l'eau pour des usages industriels. En rouge? En rouge, oui. Usage industriel dominant, largement dominant. Quand vous prenez un peu en orange, même chose. Oui, montrez, oui. En orange également, usage industriel très dominant. Vous prenez en vert, c'est usage agricole. L'Afrique, plus avec l'Afrique. Voilà, plus avec l'Afrique. Maintenant, vous voyez le bleu là, c'est la RDC. Usage domestique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de par le monde, la RDC est catégorisée comme un pays qui n'utilise de l'eau
que pour des usages Domestique. C'est-à-dire l'eau de boisson, la vaisselle, la lessive, terminé. Un peu de production d'énergie électrique, de l'ordre de pas plus de 2% du potentiel. Alors, qu'est-ce que ça donne comme image? Ça donne comme image le fait que c'est un pays qui n'utilise pas de l'eau. Qui n'en a même pas besoin. Il n'en a même pas besoin. Donc, et c'est comme ça que les autres viennent pour s'en approprier. Ben, vous avez complété et j'apprécie vraiment votre sens aigu de la réflexion. Donc le gouvernement devra se réveiller. On doit utiliser l'eau comme un actif économique, parce que l'eau est un actif économique de très grande importance. Monsieur Achille Bondo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le fleuve Congo, une richesse naturelle ignorée par les Congolais qui suscite beaucoup de convoitises de la part d'autres pays. L'État congolais doit essayer d'exploiter cette richesse et sortir de la RDC de la pauvreté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economia. Au revoir.